Bonjour et bienvenue dans ce cours d'atomistique. On est toujours en historique. Aujourd'hui, on va entamer les trois modèles restants, à savoir le modèle de Rutherford, le modèle de Bohr et finalement le modèle de Schrödinger. La dernière fois, on est resté dans le modèle de John Dalton et on s'est dit que dans son modèle, l'atome est une sphère simple et indivisible. Par contre, ce modèle est insuffisant pour expliquer des phénomènes scientifiques observables de l'époque, raison pour laquelle il faut voir un modèle plus évolué. En effet, à la lumière de ses expériences sur le tube cathodique, J. Thomson suppose que l'atome n'est pas indivisible, c'est-à-dire l'atome n'est pas quelque chose d'indivisible comme on vient de voir dans le modèle de John Dalton. Par contre, il est constitué en partie des petites particules qui sont chargées négatives. Donc, on parle des électrons. Donc, suite à la découverte de ces petites particules qui sont chargées négatives, la question se pose au niveau de sa contrepartie positive. Puisque l'atome est électriquement neutre, donc il contient également des charges positives. Donc, un nouveau modèle atomique proposé par J.J. Thomson. C'est quoi son modèle? C'est tout simplement un atome est une sphère remplie d'une substance électriquement positive et dans laquelle se trouvent les électrons négatifs. Donc, comme c'est indiqué dans le schéma, nous avons une sphère remplie de substances positives incorporées des petites particules chargées négativement. Donc, on parle des électrons. Donc, ce modèle, c'est le modèle atomique de Thomson. Par contre, la valeur scientifique de ce modèle est très limitée et qui va être améliorée par Rutherford. Lors de sa célèbre expérience réalisée sur la feuille d'or, Rutherford a fait une découverte surprenante qui le mène à modifier le modèle atomique précédent, c'est-à-dire le modèle de J.J. Thomson. Pourquoi surprenante? C'est parce qu'une grande partie de l'atome est constituée de vide et au centre, un petit noyau chargé positif. Et dans ce petit noyau se concentre presque toute la masse de l'atome. C'est-à-dire la masse de l'atome est presque égale à la masse de son noyau. Et bien entendu, les électrons qui gravitent autour du noyau. Et entre le noyau et les électrons, il n'y a que du vide. Donc, le modèle de Rutherford est basé sur 4 points essentiels. Le premier point, c'est que l'atome est principalement constitué de vide. On vient de le dire, une grande partie de l'atome est constituée par du vide. Le deuxième point, c'est que l'atome a un noyau petit et dense formé de particules positives, c'est le proton, comme on vient de voir dans le schéma. Et le troisième point, il y a les électrons qui gravitent autour du noyau. Et finalement, un atome neutre possède autant d'électrons que de protons, c'est-à-dire nous avons autant de charges positives que de charges négatives, étant donné que l'atome est neutre. Donc ça, c'est le modèle atomique de Rutherford. Il s'appelle aussi modèle planétaire. Pourquoi planétaire? C'est parce que les électrons tournent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Par contre, ce modèle n'explique pas pourquoi les électrons ne tombent pas dans le noyau en raison de l'attraction électromagnétique. Parce qu'on sait que les charges des mêmes signes se repoussent alors que les charges de signes opposés s'attirent. Donc la question qui se pose au niveau de ce modèle, c'est que pourquoi on n'a pas de force d'attraction électromagnétique entre les charges négatives portées par les électrons et les charges positives portées par les protons. Donc raison pour laquelle Niels Bohr a proposé un nouveau modèle construit sur le modèle planétaire. Donc Niels Bohr est un physicien danois. Il apporte une précision au modèle précédent en expliquant pourquoi les électrons de charge négative ne sont pas attirés par le noyau composé de protons de charge positive. Donc, en répondant à cette question, Niels Bohr a introduit la notion d'orbite. Donc, son modèle est basé sur 3 points essentiels, notamment l'atome est représenté par un espace presque vide, au centre un noyau dense contenant les protons. Donc, comme c'est indiqué dans le schéma, nous avons un atome. Au centre, un noyau, donc un noyau dense contenant les protons. Et puis les électrons qui gravitent autour de ce noyau. Donc pour Niels Bohr, les électrons ne gravitent pas d'une façon arbitraire, mais sur des orbites bien définies, qu'on appelle des couches électroniques.
Et finalement, un atome neutre possède autant d'électrons que de protons. C'est-à-dire on a autant de charges positives que de charges négatives puisque l'atome il est neutre. Donc ce modèle atomique de Bohr s'appelle aussi modèle en couche. Par contre, ce modèle n'est pas encore parfait parce qu'il n'explique pas comment les protons, tous de charge positive, restent liés entre eux dans le noyau au lieu de se repousser, parce que les charges de même signe se repoussent. Donc, c'est en 1932 que le physicien britannique James Chadwick apporte une précision au modèle de Rutherford-Bohr en expliquant pourquoi les particules positives du noyau ne se repoussent pas. Donc, sur ce, il découvre une nouvelle particule située dans le noyau. On l'appelle le neutron. Donc, selon le schéma, nous avons le noyau dans lequel on a les protons et les neutrons et les électrons qui gravitent autour sur des orbites bien définies. Donc, ces neutrons-là qui empêchent la répulsion des protons entre eux, ou bien ils diminuent l'effet de leur répulsion, comme ils permettent ainsi au noyau d'être stable. Ce modèle s'appelle le modèle atomique simplifié. Avec les avancées des techniques expérimentales, ce modèle a été modifié pour aboutir au modèle actuel, afin d'expliquer certains phénomènes ou bien certains résultats expérimentaux, comme par exemple l'effet photoélectrique ou bien les spectres d'émission d'hydrogène. C'est ce qu'on va voir ensemble en détail dans le chapitre 2. Et finalement, on est abouti au modèle de Schrödinger. C'est un modèle qui est basé sur la probabilité de présence. Donc, pour décrire ce modèle, les électrons ne sont plus des billes localisées en orbite définie, mais se trouver dans des régions de probabilité appelées orbitales. Alors, vous voyez là qu'on est parti de la notion orbite à la notion orbitale, c'est-à-dire la région où la probabilité de présence est importante. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans le chapitre 3 consacré à l'étude du modèle quantique de l'atome. Schrödinger a développé aussi une équation d'onde qui décrit comment les électrons se comportent comme des ondes. Parce que si les électrons se comportent comme des ondes, leur position et leur vitesse, on ne peut pas les déterminer avec précision en même temps. Donc, dans le modèle de Schrödinger, nous avons un noyau central entouré d'électrons en mouvement. Les électrons n'ont pas un trajet bien défini, comme on vient de dire, mais une certaine probabilité de présence. Donc, la zone sombre ici, dans le schéma, indique que la probabilité de présence est forte. Donc, pour récapituler, on est parti du modèle de Démocrite où la matière est constituée d'atomes. Cette idée a été complètement modifiée par Aristote où la matière est composée des 4 éléments qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Avec la découverte des molécules par Jean Dalton, il a repris l'idée de Démocrite comme quoi la matière est composée d'atomes. Le modèle proposé est une sphère. Suite à la découverte des électrons par J. Thomson, le modèle devient une sphère remplie de charges positives et incorporée de charges négatives. Et avec le développement des techniques expérimentales, Rutherford a découvert le noyau. Et ainsi, il a proposé le modèle planétaire, c'est-à-dire un atome est composé d'un noyau portant des protons au centre et autour duquel gravitent des électrons. C'est un modèle amélioré par Niels Bohr en ajoutant la notion d'orbite, puis par James Chadwick par la présence du neutron. Et par la suite, le modèle de Schrödinger qui est un modèle basé sur la probabilité de présence en un point à l'instant T. Merci et à la prochaine.